On l'appelait Monsieur 100 000 volts. Et ce surnom, il le méritait absolument. Chaque soir, chaque scène, chaque note lancée à pleine puissance devant des milliers de personnes qui venaient chercher chez lui quelque chose qu'aucun autre artiste français ne pouvait leur donner. Mais derrière cette énergie qui électrisait les foules se cachait une réalité que le grand public n'a jamais vraiment vue. Un enfant de la classe ouvrière qui avait perdu son père pendant la guerre. Un homme qui avait construit une carrière monumentale tout en laissant derrière lui des enfants qui lui reprochaient son absence. 3 mariages marqués par la solitude, la distance et des tensions que la célébrité rendait impossible à résoudre. Et une fin de vie rongée par la maladie, loin des projecteurs, sur une péniche amarrée à Paris. Gilbert Bécaud n'était pas seulement une légende de la chanson française. Il était un homme profondément humain, profondément imparfait, et dont l'histoire complète est bien plus bouleversante que les chansons qu'il nous a laissées. Dans cette vidéo, on raconte tout. Les débuts difficiles, les amours tourmentés, la chute silencieuse, et la guerre familiale qui a éclaté autour de son héritage après sa mort. Restez jusqu'au bout, parce que cette histoire mérite d'être entendue en entier. Il y a des enfances qui préparent la célébrité. Des enfances dorées, entourées d'encouragement, de ressources et de certitudes qui donnent à ceux qui les vivent la conviction naturelle qu'ils ont leur place sous les projecteurs. Et puis il y a des enfances qui fabriquent autre chose. Une faim, une détermination sourde et silencieuse. Une façon de tenir debout dans les tempêtes parce qu'on a appris très tôt que personne d'autre ne le ferait à votre place. L'enfance de Gilbert Bécaud était de cette deuxième sorte. Né en 1927 à Toulon, dans le sud de la France, Gilbert Bécaud a grandi dans un milieu ouvrier où l'argent était rare et les certitudes encore plus. Son père travaillait dans une usine. Sa mère était pianiste, ce qui représentait dans cet univers modeste une fenêtre ouverte sur un monde différent, plus sensible, plus coloré, plus grand que les contraintes quotidiennes de la vie ouvrière. La famille vivait dans des conditions modestes, confrontée en permanence à cette instabilité financière qui use les adultes et marque les enfants d'une façon qu'ils ne mesurent pas toujours sur le moment mais qu'ils portent toute leur vie. Dans cet environnement, le jeune Gilbert se sentait souvent comme un outsider, quelqu'un qui regardait le monde à travers une vitre, porté par une passion pour la musique qui semblait hors de portée pour un enfant de sa condition. Mais cette passion était là, réelle, intense, impossible à ignorer. Sa mère l'a vu très tôt. Elle a reconnu dans son fils quelque chose qui dépassait le simple intérêt d'un enfant pour les sons et les mélodies. C'était un don, véritable, profond, et elle a décidé de le nourrir malgré les difficultés financières qui auraient pu servir d'excuse facile pour ne rien faire. Dès l'âge de 7 ans, le petit Gilbert étudiait déjà la musique. Le piano d'abord, cet instrument que sa mère connaissait et aimait, est devenu le premier langage dans lequel il apprenait à exprimer ce qu'il ressentait. Mais la vie n'allait pas lui laisser le temps de grandir paisiblement dans cette direction. La Seconde Guerre mondiale est arrivée et avec elle, comme pour tant de familles françaises de l'époque, tout a basculé. La fermeture de l'usine où travaillait son père a plongé la famille Bécaud dans des difficultés encore plus grandes. Ce qui était déjà modeste est devenu précaire. Ce qui était précaire devenu franchement difficile. Et dans ce contexte de restrictions et d'incertitudes permanentes, la musique est devenue pour Gilbert quelque chose de différent de ce qu'elle avait été jusqu'alors. Elle est devenue une fuite, un espace intérieur où les réalités dures de la guerre, de la pauvreté et de l'instabilité n'avaient pas accès. Dans le secret de ces moments volés à la vie quotidienne, le jeune garçon apprenait seul, expérimentait, écrivait des chansons que personne n'entendait encore. Cette solitude musicale n'était pas triste. Elle était productive. Elle construisait quelque chose que les difficultés extérieures ne pouvaient pas atteindre. Une identité profonde et personnelle qui existait indépendamment de tout ce que la vie cherchait à lui enlever. Et puis le coup le plus dur est arrivé. Son père est mort pendant la guerre. Gilbert n'était encore qu'un adolescent. Cette perte a tout changé d'un coup dans sa façon d'être au monde. Perdre un père à cet âge, c'est perdre en même temps un modèle, une sécurité fondamentale et une certaine idée de ce que l'avenir pouvait ressembler. Cela laisse un vide que rien ne comble vraiment et qui pousse souvent ceux qui le vivent vers quelque chose d'absolu. Un engagement total envers ce qui leur reste. Une façon de transformer la douleur en carburant. Pour Gilbert, ce carburant avait un nom. La musique, portée par le soutien indéfectible de sa mère qui croyait en lui avec une constance que les circonstances n'avaient pas entamée, il a pris une décision qui allait définir le reste de sa vie. Quitter Toulon, monter à Paris, aller chercher dans la capitale ce que sa ville natale ne pouvait pas lui offrir. Il s'est inscrit au prestigieux Conservatoire de Paris. Une réussite en soi pour un enfant de son milieu et de ses origines. Une preuve concrète que le talent reconnu par sa mère des années auparavant était réel et mesurable. Mais l'expérience au conservatoire n'a pas été ce qu'il espérait.
Très rapidement, Gilbert a ressenti quelque chose d'étouffant dans la structure rigide et académique de la musique classique qu'on lui enseignait. Les règles, les cadres, les hiérarchies, la façon dont tout était déjà décidé d'avance, défini, balisé. Pour un garçon qui avait appris la musique seul dans le secret de sa chambre, qui avait écrit des chansons parce qu'il en avait besoin et non parce qu'on le lui demandait, tout cela ressemblait à une cage dorée. Ce qu'il voulait, ce n'était pas la rigueur classique. C'était la liberté de la musique populaire. Cette façon directe et immédiate de toucher les gens, de leur parler de choses qu'ils reconnaissaient, de provoquer des émotions sans passer par le filtre de la technicité académique. Le conservatoire lui avait donné des outils. Mais ce n'était pas là que son histoire allait vraiment s'écrire. Cette histoire attendait dans les cabarets parisiens, dans les salles enfumées où les artistes construisaient une présence à force de nuits et de scènes successives. Dans ce monde-là, un homme patient et sans célébrité construisait quelque chose de plus solide que n'importe quel diplôme. Et dans ce monde-là, une rencontre allait tout changer. Il y a des rencontres qui ressemblent à des accidents. Des moments où deux trajectoires se croisent sans que rien ne l'ait vraiment planifié et qui changent pourtant tout ce qui suit de façon définitive et irréversible. Pour Gilbert Bécaud, cette rencontre avait le visage et la voix d'Édith Piaf. Dans les cabarets parisiens où il cherchait sa place, jouant du piano pour survivre et observant ce monde du spectacle populaire qu'il voulait conquérir, Gilbert a croisé la route de celle qu'on appelait déjà la môme, la plus grande voix de France. Une femme qui avait elle-même grandi dans la douleur et la pauvreté et qui reconnaissait instinctivement chez les autres ce que la vie difficile fabrique dans les êtres capables de la transformer en art. Piaf a vu quelque chose en Gilbert Bécaud. Quelque chose de brut, d'intense, d'authentique. Cette façon qu'il avait de porter la musique avec tout son corps, toute son énergie, toute sa présence. Elle a pris sous son aile avec la générosité directe et sans calcul qui la caractérisait quand elle croyait en quelqu'un. Elle lui a ouvert des portes. Elle lui a offert une exposition et un mentorat précieux que des années de cabarets anonymes n'auraient peut-être jamais pu lui apporter seul. Sous cette influence décisive, quelque chose s'est déverrouillé en Gilbert. Il a commencé à écrire ses propres chansons avec une liberté nouvelle. Des chansons marquées par une émotion brute et une passion intense qui ne ressemblaient à rien de ce que la musique française produisait à cette époque de la même façon. Sa voix distinctive, sa façon d'habiter complètement chaque note, chaque mot, chaque silence, commençait à prendre la forme de ce qui allait bientôt devenir une signature reconnaissable entre toutes. Le grand tournant est arrivé en 1953 avec la chanson Je t'ai dans la peau. Une première démonstration publique de ce qu'il était capable de faire. Mais c'est 2 ans plus tard, en 1955, que tout a vraiment basculé. Je t'appartiens a propulsé Gilbert Bécaud à la gloire nationale en quelques semaines. Sa voix distinctive, son interprétation émotionnelle d'une intensité rare et ses présences scéniques qui semblaient électriser physiquement les salles ont fait de lui une sensation que la France n'avait pas vu venir mais qu'elle a adoptée immédiatement et massivement. Le surnom est arrivé naturellement. Monsieur 100 000 volts. Parce que c'était exactement ce qu'on ressentait en le regardant sur scène. Une décharge, une énergie qui ne ressemblait à rien de connu. Une façon d'occuper l'espace et de remplir une salle entière de sa seule présence qui dépassait largement ce que la technique musicale pouvait expliquer. Tout au long des années 1960, les succès se sont enchaînés avec une régularité qui confirmait que ce n'était pas un accident ou un phénomène passager. Nathalie, Quand il est mort le poète, et des dizaines d'autres chansons qui s'imprimaient dans la mémoire collective française avec cette facilité apparente que seuls les très grands artistes possèdent. Des chansons qui parlaient de choses universelles, de l'amour, de la perte, du temps qui passe, avec une simplicité et une sincérité émotionnelle qui touchaient les gens directement, sans détour et sans artifice. Gilbert Bécaud se produisait sans relâche à travers le monde entier. L'Europe, les États-Unis, le Japon. Des scènes immenses devant des publics qui ne parlaient pas toujours français, mais qui ressentaient dans sa voix et dans son énergie quelque chose qui n'avait pas besoin de traduction. Cette dimension internationale le distinguait de beaucoup de ses contemporains et confirmait qu'il existait dans sa façon de communiquer musicalement quelque chose qui dépassait les frontières culturelles et linguistiques. Mais pendant que la gloire s'installait et s'élargissait de façon spectaculaire, quelque chose d'autre se construisait en parallèle. Quelque chose de moins visible, de moins célébré, de moins facile à raconter dans les interviews et les articles enthousiastes. Ces tournées incessantes signifiaient des mois entiers loin de chez lui. Ces longues absences creusaient des distances que les retrouvailles ne comblaient jamais tout à fait. Son dévouement absolu à son travail, cette concentration totale sur la musique et les performances qui étaient précisément ce qui le rendait extraordinaire sur scène, devenait dans sa vie personnelle une forme d'absence émotionnelle que ses proches ressentaient douloureusement sans toujours savoir comment le lui dire. La célébrité avait donné à Gilbert Bécaud tout ce qu'un artiste issu de la pauvreté et de la douleur pouvait rêver d'obtenir.
La reconnaissance. L'amour du public. La preuve concrète et quotidienne que ce talent pressenti par sa mère des décennies plus tôt était réel et précieux. Mais elle lui prenait quelque chose en échange. Quelque chose qu'on ne mesure pas facilement et qu'on ne remarque souvent que trop tard. Elle lui prenait le temps d'être présent pour ceux qui l'aimaient en dehors des scènes et des projecteurs. Et ce temps-là, une fois perdu, ne se rattrape jamais vraiment. Les premiers signes de ce déséquilibre étaient déjà visibles dans sa vie familiale. Et ils allaient bientôt devenir impossibles à ignorer. Il y a une vérité sur les grands artistes que leurs chansons ne racontent jamais directement. Une vérité que les concerts triomphants, les albums à succès et les ovations debout dissimulent avec une efficacité redoutable. C'est la vérité de ce qui se passe quand les lumières s'éteignent. Quand la foule rentre chez elle. Quand l'homme qui vient d'électriser des milliers de personnes pendant 2 heures se retrouve seul avec lui-même et avec ceux qui attendent derrière les portes fermées de sa vie privée. Pour Gilbert Bécaud, cette vérité-là était complexe, douloureuse et profondément humaine. Il s'est marié 3 fois. 3 tentatives pour construire quelque chose de stable et de durable dans une existence que la célébrité rendait structurellement hostile à la stabilité et à la durée. 3 relations qui révélaient à chaque fois des aspects différents de ce qu'il était vraiment, loin des scènes et des projecteurs. Et 3 histoires qui portaient toutes, à des degrés différents, la même blessure fondamentale. L'absence. Son premier mariage fut avec Gisèle Pascal, une actrice et chanteuse française avec qui il partageait une passion commune pour la scène et la création artistique. Au départ, cette connexion semblait solide. 2 artistes qui se comprenaient. 2 personnes qui parlaient le même langage. Une relation construite sur quelque chose de réel et de partagé. Mais très rapidement, la réalité de la vie avec Gilbert Bécaud au sommet de sa célébrité, naissant a commencé à user ce qui les unissait. Ses absences s'allongeaient. Les tournées s'enchaînaient. Les semaines passaient sans qu'il soit là, laissant Gisèle seule face aux défis quotidiens d'une vie ordinaire que sa carrière extraordinaire rendait difficile à maintenir normalement. De cette union est née une fille, Céline. Et c'est peut-être dans cette relation particulière, celle entre Gilbert Bécaud et sa fille aînée, que la contradiction la plus douloureuse de toute sa vie personnelle se révèle avec le plus de clarté et de cruauté. Il était absent. Profondément, régulièrement, durablement absent. Pas absent par indifférence. Pas absent parce qu'il ne l'aimait pas. Mais absent parce que la machine de sa carrière ne s'arrêtait jamais vraiment et que lui n'avait pas trouvé la façon ou peut-être pas eu la force de lui imposer des limites. À mesure que Céline grandissait, l'écart émotionnel entre eux se creusait avec cette lenteur implacable qui caractérise les distances que personne ne choisit vraiment mais que tout le monde laisse installer. Bécaud a reconnu plus tard la pression que sa carrière avait exercée sur son rôle de père. Mais les reconnaissances tardives ont cette particularité cruelle. Elles arrivent souvent quand il est déjà trop tard pour réparer ce qui a été abîmé. Céline a exprimé publiquement ses sentiments d'abandon. Des mots qui font mal à entendre. Des mots qui disent quelque chose d'essentiel sur le prix que certains enfants de célébrité paient sans l'avoir choisi. Son 2e mariage, en 1966, fut avec Kitty. Une femme d'une fidélité et d'un dévouement remarquable qui allait rester à ses côtés à travers les hauts et les bas d'une vie conjugale placée sous la pression permanente d'une carrière dévorante. Ensemble, ils ont eu 2 fils, Olivier et Philippe. Et Kitty, contrairement à ce que le chaos professionnel de Gilbert aurait pu provoquer, a tenu. Elle a assumé. Elle a géré. Elle a élevé leurs enfants pendant les mois où il était sur les routes du monde entier, portant seul le poids quotidien de cette vie de famille que son mari construisait en théorie mais habitait si peu en pratique. Mais tenir n'est pas la même chose qu'être heureux. Kitty se retrouvait de plus en plus seule. Physiquement d'abord, quand les tournées l'emmenaient loin pendant des semaines et des mois. Émotionnellement ensuite, quand il rentrait mais que sa tête et son énergie restaient ailleurs, dans les prochains concerts, les prochains enregistrements, les prochaines obligations professionnelles qui s'empilaient sans fin. Cette solitude-là, celle qu'on vit à 2, est souvent la plus difficile à supporter parce qu'elle n'a même pas la clarté de l'absence physique pour s'expliquer et se justifier. Les tensions ont grandi, lentement mais sûrement, avec cette régularité silencieuse qui précède les ruptures que tout le monde voit venir sauf parfois ceux qui les vivent de l'intérieur. Puis est venu le 3e mariage, avec une femme plus jeune, mannequin et actrice, qui est entrée dans sa vie pendant ces dernières années et qui est restée à ses côtés jusqu'à sa mort. Cette relation était différente des précédentes à bien des égards. Bécaud vieillissait. Ses priorités évoluaient progressivement. La maladie allait bientôt s'inviter dans leur quotidien et transformer les dynamiques de leur relation d'une façon que ni l'un ni l'autre n'avait anticipée. De cette union est né un fils, Gaïa. Et c'est peut-être dans cette relation tardive, c'est l'entre un père vieillissant et fragilisé et un fils encore jeune, que Gilbert Bécaud a finalement trouvé quelque chose qui ressemblait à une seconde chance. Il parlait de Gaïa dans ces dernières années avec une fierté et un espoir particulier.
Comme si cet enfant représentait une promesse d'avenir dans un moment de vie où l'avenir se rétrécissait visiblement. Une façon peut-être, sans jamais le dire explicitement, d'essayer de faire différemment, de réparer sur ce fils ce qui avait été abîmé avec les autres, d'être présent d'une façon qui n'avait pas su être quand la gloire était à son apogée et que tout semblait possible et permanent. Mais derrière toutes ces histoires d'amour, de famille, d'absence et de tentatives de réparation, une autre réalité avançait inexorablement, silencieusement d'abord, puis de plus en plus visible pour ceux qui regardaient attentivement. Le corps de Gilbert Bécaud, ce corps qu'il avait poussé pendant des décennies aux limites de ce qu'un être humain peut endurer en termes d'intensité scénique, de nuits sans sommeil et de pression permanente, commençait à présenter la note. Et cette note allait s'avérer très lourde à payer, il y a une image de Gilbert Bécaud que des millions de Français ont gardé gravée dans leur mémoire. Un homme debout sur une scène immense, costume froissé par l'effort, cheveux trempés de sueur, bras grands ouverts vers un public qui lui renvoyait une énergie aussi puissante que celle qu'il donnait. Un homme qui semblait ne jamais se fatiguer, ne jamais douter, ne jamais fléchir. Cette image était réelle. Et en même temps, elle cachait quelque chose que personne dans ces salles combles ne pouvait voir. Elle cachait le prix que ce corps payait chaque soir pour produire ce miracle. Pendant les années 1960 et 1970, au sommet absolu de sa gloire, Gilbert Bécaud était une machine de guerre musicale. Constamment sur les routes, constamment sur les scènes, constamment à se donner sans compter devant des publics qui attendaient de lui cette énergie extraordinaire qu'il avait fait sa marque de fabrique. Les tournées s'enchaînaient sans véritable pause. Les nuits tardives se succédaient. La pression de maintenir ce niveau d'excellence et d'intensité que le public attendait désormais comme une évidence pesait sur ses épaules avec un poids que peu de gens pouvaient vraiment imaginer de l'extérieur. Et pendant tout ce temps, une habitude particulièrement destructrice s'était installée et enracinée dans son quotidien. Le tabac. Gilbert Bécaud fumait. Massivement. Régulièrement. Avec cette inconscience tranquille que beaucoup d'artistes de sa génération partageaient à une époque où les conséquences à long terme du tabagisme n'avaient pas encore la visibilité publique qu'elles allaient acquérir plus tard. La cigarette était partout dans ce milieu. Dans les coulisses, dans les studios d'enregistrement, dans les loges et les chambres d'hôtel de toutes les villes du monde où sa carrière l'emmenait. Combiné à la fatigue physique accumulée de se produire soir après soir avec cette intensité qui lui était propre, le tabac commençait à faire son travail destructeur en silence. Progressivement, imperceptiblement au début, puis de façon de plus en plus visible pour ceux qui le côtoyaient de près. Sa silhouette changeait. Son poids augmentait considérablement, signe que son corps n'était plus capable d'absorber les exigences qu'on lui imposait avec la même facilité qu'auparavant. Sa voix, cette voix puissante et reconnaissable qui avait été l'instrument de toute sa gloire, commençait à montrer les effets de décennies d'utilisation intensive et d'abus. Elle perdait par moments cette consistance et cette puissance qui avait fait sa légende. Et pourtant, il continuait. Parce que s'arrêter n'était pas quelque chose que Gilbert Bécaud savait faire. La scène était trop profondément ancrée dans son identité pour qu'il puisse envisager de s'en éloigner volontairement. La musique était trop indissociable de ce qu'il était pour qu'il accepte de lui imposer des limites que la maladie ne lui avait pas encore officiellement ordonnées. Ceux qui l'entouraient commençaient à voir quelque chose que lui refusait peut-être encore de regarder en face. Cet homme n'était plus le même. L'énergie était toujours là par moments, par éclats, comme des réminiscences foudroyantes de ce qu'il avait été. Mais elle n'était plus continue, plus fiable, plus capable de se maintenir sur toute la durée d'un concert comme elle l'avait fait pendant des décennies avec une constance qui semblait surnaturelle. Puis à la fin des années 1990, le diagnostic est tombé. Un cancer. Pour un homme qui avait passé sa vie entière à incarner la vitalité absolue, à projeter une énergie que son surnom résumait parfaitement, recevoir ce diagnostic représentait un choc d'une nature particulièrement cruelle. Pas seulement physiquement, symboliquement, existentiellement. Comme si la maladie venait contredire frontalement tout ce qu'il avait été et tout ce qu'il avait représenté pour des millions de personnes pendant plus de 40 ans. Mais Gilbert Bécaud n'a pas abandonné. Affaibli, épuisé, combattant contre les effets dévastateurs d'une maladie qui progressait dans un corps déjà fragilisé par des décennies de surmenage, il a continué à travailler. Il a travaillé sur son dernier album, L'Ultime, publié en 2001. Ce projet final était à la fois un testament artistique et une démonstration de ce que la passion peut accomplir même quand le corps ne suit plus vraiment. La fatigue du processus d'enregistrement était évidente pour tous ceux qui y participaient. L'homme qui avait jadis dominé les studios avec une énergie débordante avait besoin de pauses que ses concerts d'autrefois n'auraient jamais nécessité. Mais les chansons étaient là. La connexion émotionnelle à la musique était intacte.
comme si cette partie de lui résistait à la maladie avec une obstination que le reste de son corps n'arrivait plus à maintenir. À mesure que le cancer progressait, Gilbert Bécaud a progressivement choisi de se retirer de la vue publique. L'homme qui avait vécu sous les projecteurs pendant près de 50 ans choisissait ces derniers mois dans la discrétion et l'intimité. Loin des caméras, loin des interviews, loin de cette exposition permanente qui avait été l'air qu'il respirait depuis ses débuts dans les cabarets parisiens. Sa famille et ses proches regardaient avec une douleur silencieuse cet homme qui avait incarné la vitalité et l'énergie devenir progressivement fragile et diminuer. Son corps n'était plus que l'ombre de celui du performeur légendaire qu'ils avaient connu. Mais son amour pour la musique demeurait. Son désir de laisser derrière lui quelque chose de durable et de significatif restait intact jusqu'au bout. Le 18 novembre 2001, Gilbert Bécaud est mort à l'âge de 74 ans. Il est décédé sur sa péniche, amarré au pont de Saint-Cloud à Paris. Un endroit qui avait une signification profonde et personnelle pour lui. Un endroit qu'il avait choisi comme dernier refuge, loin du bruit du monde, proche de cette Seine qui traversait la ville où il avait tout construit, depuis ce jeune homme venu de Toulon avec rien d'autre que son talent et sa détermination. Les circonstances de sa mort furent paisibles, mais elles marquaient la fin d'une époque entière dans la musique française. Une page qui se tournait définitivement sur quelque chose d'irremplaçable. Et pourtant, même après sa mort, Gilbert Bécaud n'allait pas trouver immédiatement le repos que sa fin paisible semblait promettre. Parce que ce qu'il avait laissé derrière lui, cet héritage musical immense et précieux, allait rapidement devenir le centre d'une bataille familiale aussi douloureuse que médiatisée. Dans son testament, Gilbert Bécaud avait été précis et délibéré. Il avait désigné son fils Gaillard pour hériter des droits moraux de son vaste catalogue d'œuvres. Ces droits représentaient bien plus qu'une question financière. Ils représentaient le contrôle sur la façon dont sa musique serait préservée, utilisée et transmise aux générations futures. C'était une décision qui reflétait la relation particulièrement profonde et significative qu'il avait développée avec ce fils de son troisième mariage dans ces dernières années. Mais Kitty, son ex-femme et mère de ses fils Olivier et Philippe, a contesté ce testament. Elle estimait avoir droit à l'héritage musical de celui avec qui elle avait partagé des années de vie commune et pour qui elle avait sacrifié une part considérable de sa propre existence. Elle avait été là pendant les années difficiles. Elle avait élevé leurs enfants pendant ces absences interminables. Elle avait tenu la maison et la famille quand lui était sur les routes du monde entier. Et elle pensait que tout cela devait compter au moment de décider qui allait gérer l'héritage de cet homme qu'elle avait aimé et soutenu. La bataille juridique qui a suivi est devenue rapidement l'un des conflits d'héritage les plus médiatisés de l'histoire du show-business français. Les arguments s'affrontaient devant les tribunaux pendant des mois. Kitty d'un côté, invoquant sa proximité et son dévouement durant les dernières années. Gaillard de l'autre, déterminé à honorer les volontés explicites de son père et à protéger l'intégrité de cette carrière musicale que Bécaud lui avait confiée en toute conscience. Ce qui aurait dû être une période de deuil collectif, une célébration unanime de ce qu'un homme extraordinaire avait offert à la culture française pendant près de 50 ans, s'est transformé en spectacle public douloureux. La nature des accusations, la durée des procédures et l'exposition médiatique de tensions familiales que tout le monde aurait préféré garder privées ont laissé des cicatrices durables sur l'image de cet héritage. Les tribunaux français ont finalement rendu leur décision en faveur de Gaillard. Les droits moraux et la gestion de la musique de Gilbert Bécaud reviendraient à son fils, conformément aux volontés exprimées dans le testament. Une victoire juridique, mais une victoire qui avait coûté cher à tout le monde en termes d'énergie émotionnelle, de relations familiales fracturées et d'images publiques ternies. Aujourd'hui, la musique de Gilbert Bécaud continue de résonner. Nathalie se chante encore dans les salles de concert et les karaokés du monde entier. Je t'appartiens reste une référence incontournable de la chanson française. Son catalogue immense continue d'être découvert par des nouvelles générations qui n'ont pas connu les concerts électrisants, mais qui reconnaissent dans ses chansons quelque chose d'universel et d'intemporel. Mais l'histoire complète de cet homme mérite d'être connue dans toute sa complexité. Pas seulement la légende dorée de Monsieur 100 000 volts, mais aussi l'enfant de Toulon forgé par la guerre et la pauvreté. Le père absent qui a blessé des enfants qu'il aimait. L'homme dont le corps a fini par présenter la note de décennies d'excès et de surmenage. Et la famille déchirée par des batailles juridiques au moment même où elle aurait eu le plus besoin de se tenir ensemble. Gilbert Bécaud n'était pas une légende froide et parfaite. Il était un être humain complet, avec ses lumières éblouissantes et ses ombres profondes. Et c'est précisément cette humanité totale et imparfaite qui rend son histoire si difficile à oublier. Si cette vidéo vous a touché, laissez un commentaire en dessous. Dites-nous quelle chanson de Gilbert Bécaud vous accompagne encore aujourd'hui. Et si vous pensez que cette histoire mérite d'être connue par d'autres, partagez cette vidéo autour de vous.
Parce que certaines voix méritent d'être entendues dans toute leur vérité, pas seulement dans leur gloire.